Bonjour et bienvenue à vous, ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Il est 10h30 et nous allons passer 1 heure de temps ensemble. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre alimentation. C'est très bien que, alors pendant toute la période de l'été, les vacances, ça a été un petit peu de laisser aller, donc au niveau du sommeil et surtout au niveau de l'alimentation. Donc peut-être ne pas prendre les repas aux heures convenables, on va dire. Et maintenant, étant donné que c'est la rentrée, donc on va essayer de remettre tout ça en ordre et on sait très bien qu'une bonne alimentation, donc c'est avoir une bonne santé, mais pas uniquement santé physique, mais aussi la santé mentale. Et pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Nefnef Sabrine. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue à vous. Merci. Donc merci vous êtes nutritionniste. Exactement, nutritionniste diététicienne. Merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir. Vous, donc, ça sera tout ce qui est côté nutrition. Hein, et avec vous, Khalifi Amina, donc vous êtes psychologue clinicienne. Psychologue clinicienne de formation. Merci d'être là. Et donc avec vous, on verra surtout l'importance et l'impact de la nutrition sur la santé mentale et surtout le bien-être mental. Son impact sur notre quotidien en général. Voilà, exactement. Et Dieu sait que l'impact de la nutrition est très importante et c'est un sujet aussi très à la mode. Hein. Il faut savoir que de nos jours, on en parle alors des régimes, de rééquilibrage alimentaire. Tout ça, ce sont des notions qu'on revoit un peu, on va dire très souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou un peu partout. Mais qu'est-ce que exactement une bonne alimentation ? Alors, une bonne alimentation, c'est l'art et la manière de consommer diversité d'aliments pour subvenir aux besoins nutritionnels de notre corps. Des adultes et des enfants. Voilà. Et Amel Haribi, excuse-moi, il n'y a pas de souci. Je suis rentrée directement dans le vif du sujet. Donc avec toi, on verra quelques petites astuces pour faire manger des légumes à nos enfants. Exactement. Et Dieu sait que c'est compliqué. Oui, de plus en plus. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, c'est pas une mince affaire de les faire manger de nos jours. Exact. Alors je ne sais pas si peut-être vous avez aussi le même souci, que vous soyez des adultes ou que vous ayez des enfants. Vous pouvez nous appeler donc au 021 23 98 91 et partager avec nous donc vos expériences et peut-être même vos petits soucis que vous rencontrez au quotidien. Donc on a dit une bonne nutrition, c'est d'abord avoir une alimentation équilibrée. Exactement. Alors pour avoir une alimentation équilibrée, il faudrait suivre quelques piliers de l'alimentation. Principalement de varier l'alimentation, comme je vous ai dit auparavant, c'est avoir tous les nutriments nécessaires en macro et micronutriments pour les enfants et les adultes. Aussi consommer des aliments bruts, éviter tout ce qui est aliments transformés ou peu transformés, et aussi éviter de rajouter du sucre et du gras, principalement dans nos repas. Et on sait très bien que le gras et surtout tout ce qui est sucré, c'est devenu, on va dire, chose courante hein, dans nos tables. Le dessert est devenu incontournable au détriment des fruits. Finir un repas avec un fruit, c'est tellement, on va dire, plus sain. Plus sain, oui, exactement. Donc, on a vu, donc tout passe par l'assiette. Tout passe par notre assiette, donc rassasié. La petite envie qu'on a dans cette assiette-là, comment la former, comment la choisir. Et on sait très bien qu'il y a énormément d'aliments qui participent. On sait très bien que l'alimentation joue un rôle crucial au niveau du bien-être psychique aussi. Exactement, on ne peut pas, que ce soit un adulte ou un enfant, encore plus un enfant, si notre alimentation n'est pas équilibrée, si on n'a pas tout ce dont notre corps a besoin, on ne pourra pas parler d'une régulation émotionnelle ou d'une stabilité, d'une concentration. L'énergie aussi, c'est un facteur dans notre journée qui est très importante. Parfois on passe comme ça à des effets you-you après les repas qu'on n'arrive pas à gérer et ce qui est dangereux, qu'on ne s'en rend même pas compte que c'est dû à des choix qu'on a fait dans notre alimentation. C'est là où est le plus grand danger. Et en fait, on va dire ce lien avec l'alimentation déjà se crée très jeune, puisque déjà au premier mois de vie d'un bébé, l'alimentation commence à ce niveau-là. Donc comment la maman déjà donne le sein, ensuite l'alimentation progressive, tout ça. Est-ce que c'est important pour on va dire pour la vie future de l'adulte? Alors il y a certaines études qui parlent maintenant même de la période de la grossesse. Donc ça commence bien avant notre naissance. Comment la maman se nourrit? Est-ce que ses habitudes alimentaires sont assez régulières? Est-ce que c'est bien défini dans la journée? Est-ce que c'est varié?
Donc on retrouve plusieurs études qui parlent de même d'une mémoire gustative et émotionnelle par rapport à l'alimentation. Est-ce qu'il y a eu des moments de dégoût? Est-ce qu'il y a eu un rejet d'un aliment déterminé? Où on retrouve un peu les mêmes habitudes alimentaires chez l'enfant par la suite et l'adulte. Et quand vous avez parlé aussi de tout l'enjeu de l'allaitement, les premiers moments où la personne va un peu former ce qu'on va appeler un peu son identité alimentaire. Est-ce que cet allaitement va être des moments de partage dans le plaisir? Est-ce que la maman va accompagner un peu ce sentiment de détecter un peu la faim chez l'enfant, ou bien ça sera des moments d'enjeu émotionnel? Donc chaque fois, il y aura besoin de régulation, il y aura recours à l'alimentation. Ça, c'est des trucs aussi que les jeunes mamans ne peuvent pas détecter rapidement au début. Nos grand-mères, par contre, elles avaient un bon flair, on va dire, pour l'expérience aussi, qui pouvait détecter un peu un besoin vraiment relation. C'est là où se créent, on va dire, les premiers éléments pour détecter le lien entre la faim, besoin d'être rassasié, d'être nourri, et la différence entre besoin d'être régulé émotionnellement. On retrouve à l'âge adulte plein de personnes, dès qu'on est un peu stressé, ça va mal, donc on va penser et on va un peu s'autoriser à avoir un petit péché mignon, un petit plaisir, un petit dessert, un petit chocolat. Et ça revient un peu dans notre plus jeune âge à quelle relation on a eu à l'alimentation, quelle relation émotionnelle on a eu à se nourrir. La façon aussi dont on présente aussi la nourriture à l'enfant, il y a aussi l'attitude de la maman qui est importante. Ce petit moment où on va nourrir le bébé, on va dire, je ne sais pas, entre 8 mois, 9 mois, jusqu'à 12 mois, où c'est la maman qui nourrit l'enfant. Est-ce que ce moment-là est crucial, surtout sur le développement psychologique? Alors, l'un des moments les plus cruciaux dans notre développement... Excusez-moi, c'est vrai que de temps en temps on est un peu stressé, on va se dire on va lui donner à manger pour après vite aller le mettre au lit. Est-ce que tout ça ne peut pas créer, on va dire, un espèce de petit problème? Une sorte de conditionnement, voilà. Une sorte de... Alors c'est vrai, d'une part il y a toute la pression de la vie quotidienne que parfois les parents, parce qu'il n'y a pas que la maman qui donne à manger, on a l'impression tout le temps de dire la maman, oui, la maman, c'est vrai, mais très les souvent. Parents, de temps en temps c'est bien d'attirer un peu l'attention des papas. Les papas aussi parfois donnent à manger à la maison. Ça commence à un âge un peu plus jeune que quand l'enfant commence déjà à manger tout. Ça commence à l'âge où on diversifie, qu'on a de nouveaux aliments. Quelle relation cet enfant va avoir à la nouveauté? Quelle relation il va avoir aussi à expérimenter, à avoir de la curiosité naturelle, à expérimenter de nouvelles choses? On y nourrit principalement au lait. Par la suite, encore une fois, c'est un projet alimentaire à choisir pour les parents, ça devient dur. Il y a plusieurs hypothèses, on retrouve plusieurs professionnels de santé qui parlent de la diversification précoce à un âge très jeune. Justement, et ça change d'une dizaine d'années à une autre, ça change. Donc autrefois on disait pas avant 6 mois, maintenant non, on dit à partir de 4 mois. Donc vraiment ça change, c'est vraiment changeant. Ça implique une responsabilité et parfois même, bon c'est un sujet tabou qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça implique aussi de la culpabilité chez la maman. Donc est-ce qu'elle va être courageuse? Elle va commencer à 4 mois, elle va nourrir cet enfant avec beaucoup de courage, en l'incitant un peu et en l'invitant à développer sa curiosité naturelle, ou plutôt elle va être dans non, je vais prendre l'avis de ma grande sœur, de ma maman, de ma mamie, et elle aura vraiment des avis divergents et différents, ceux qui vont être vraiment à commencer très jeune, sinon l'enfant va s'habituer au goût du lait qui est un peu sucré, par la suite va vraiment rejeter les légumes, ou plutôt commencer très jeune et ça marche bien. Et on oublie aussi un point très important qui est le modèle familial qu'on donne à l'enfant. Justement, on reviendra. Les parents qui ne mangent très peu de légumes, très peu de variétés. Et on va inviter un enfant à être lui un peu le héros de la table, à manger lui seul les légumes. Donc aussi, c'est... Donc c'est vraiment, on va dire... C'est un grand challenge. Voilà, c'est un grand challenge, effectivement. Donc, bien choisir on va dire, les plats qu'on cuisine, les fruits et légumes aussi qu'on va acheter, qu'on va cuisiner. Quels sont les aliments, on va dire, qu'on doit absolument avoir dans notre alimentation pour avoir une alimentation, on va dire, plus ou moins équilibrée? Plus ou moins équilibrée, c'est d'avoir des sources de protéines
principalement de protéines revenant sur l'humeur, la santé mentale de l'enfant. Les dernières études montrent qu'en consommant des protéines, on va fournir des acides aminés essentiels à la fabrication de la sérotonine. Alors la sérotonine, c'est le régulateur de l'humeur, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux parents de toujours mettre une portion de protéines animales ou végétales, d'accord. Donc protéines animales ou végétales, hein. Donc ça peut être des viandes blanches, des viandes rouges, des légumineuses ou des légumineuses. Exactement, pour réguler l'humeur de l'enfant, pour jouer sur sa santé mentale et l'inviter bien sûr à être à table avec les parents. Il y a aussi les sources de glucides, principalement on parle de glucides complexes, d'accord, tout ce qui est céréales, flocons d'avoine qui est très tendance en ce moment sur les réseaux, d'accord, sur les réseaux. Et aussi par rapport aux sources lipidiques, on parle d'avocat aussi. C'est très bon pour la santé, c'est une très bonne source d'oméga 3, l'huile d'olive et aussi les olives noires. Généralement, oui, ça va. Dans les tables en Algérie, il y a toujours des plats à base d'olives ou des salades. Exactement. Voilà, mais principalement, les olives noires sont très très bons pour la santé. D'accord. Aussi. C'est pas les olives violettes là? Non, noires. D'accord. Parce qu'on m'a toujours dit que les olives violettes, elles sont meilleures que les olives noires. Mais principalement pour les bons gras, pour l'enfant, les olives noires sont mieux et beaucoup plus bénéfiques pour un enfant. Donc, est-ce que ces aliments-là sont bénéfiques pour le bien-être mental? Oui, parce que l'oméga 3 aussi joue un rôle on va dire, avec les olives ou bien l'huile d'olive, l'oméga 3 joue un rôle de communication de membrane cervicale. D'accord, il y a aussi par rapport aux viandes, on trouve dans les viandes la vitamine B12. D'accord, elle fait la même fonction que les protéines, que les acides aminés essentiels pour la fabrication de la sérotonine. Et aussi la vitamine B9 qu'on trouve principalement dans les végétaux et les légumineux, et les végétaux verts. Et le magnésium aussi. Le magnésium aussi. Qu'on peut trouver dans quels aliments? Mis à part le chocolat. Mis à part le chocolat. On parlera peut-être du chocolat noir. À consommer avec modération. Le chocolat noir de préférence. D'accord. Sincèrement, le magnésium, il est présent dans notre alimentation. D'accord. Principalement le chocolat, parce que le chocolat, il est très tentant pour les enfants. On pourrait leur donner un carré de chocolat. Pas le chocolat noir, ils refusent. Le chocolat noir, c'est très fort. Oui, c'est très fort pour un enfant, mais lui donner un carré de chocolat par jour. Même les adultes, il faut dire qu'on préférerait de loin. Encore une fois, c'est une culture qu'on acquiert à un âge très jeune. Donc, si on a été déjà exposé à une consommation ou à une habitude d'avoir des goûts assez forts en sucre, c'est difficile. On perd en sensibilité gustative. Exactement, c'est pour ça qu'on donne le conseil aux nouvelles mamans. Après les 4 mois pour l'enfant, on leur dit éducation alimentaire. Allez-y ne pas introduire le sucre principalement. Éviter d'introduire le sucre parce que si l'enfant détecte le goût sucré, là s'il s'habitue au goût sucré, sinon il ne va pas consommer tout ce qui est végétaux. Très bien. Alors comment les habitudes alimentaires peuvent-elles influencer notre niveau d'énergie et notre humeur au quotidien? C'est principalement par rapport aux sources, nous avons parlé par rapport à l'humeur, aussi par rapport aux les vitamines du groupe B, l'oméga 3, les protéines, et aussi par rapport à l'humeur, par rapport à entendre la sensation de satiété et de faim aussi. D'accord, il faudrait que la personne, c'est comme l'enfant, que la personne détecte la sensation de faim et de satiété. C'est un truc qu'on cultive. C'est pas quelque chose qui va être inné comme ça et qui est rapidement biaisé par beaucoup de facteurs qu'on passe à côté. Donc en fait, il faut être à l'écoute de notre corps. Si par exemple au moment de la journée, on a envie de quelque chose de salé, c'est vraiment, on va dire... C'est le besoin du corps qui fait ça. Donc c'est une alerte, c'est le corps qui lance... Exactement, c'est ça. On devrait entendre notre corps dans les moments de stress. Très bien, dans les moments de stress, donc il faut s'écouter. Et si vous êtes avec nous, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 pour partager avec nous donc cette émission. Nous parlons de nutrition et de bien-être, que ce soit bien-être physique ou mental. Un rôle très très important donc, dans notre vie quotidienne, avoir cette énergie nécessaire, l'énergie physique déjà pour pouvoir, on va dire, vaquer à nos occupations, mais pas que, puisque le moral aussi est impacté par notre alimentation.
Le lien est très fort, comme on en parlait, de vraiment avoir une bonne introspection interne. Parfois, c'est très mêlé entre émotions, besoins émotionnels et besoins physiques. Et Mais on n'a pas vraiment conscience, on n'a pas vraiment conscience de ça, de ce besoin. On a plus l'impression que c'est plus, on va dire, que c'est un besoin, voilà, quoi. un Donc, on besoin va pas physiologique, aller- avoir faim, se nourrir pour avoir l'énergie, mais on passe pas vraiment au bien-être mental à travers la nourriture. Alors, quand on dit bien-être mental, c'est quand même un mot qui va être très très vaste, et qui va être pas de la même signification, c'est chez toute personne. Donc, même si on va dire à un enfant, voilà, c'est pour ton bien-être mental, c'est pour ta santé psychique, ça n'a pas beaucoup de. Ça n'a pas de perception claire dans sa tête, ça reste assez abstrait, et même pour un adulte. Mais par contre, si on Même va pour un parler- adulte, hein, on peut manger par stress, par angoisse, par ennui aussi. Donc tout ça Exactement. fait que on va aller manger, mais on va dire limite inconsciemment. Bon, manger inconsciemment, je ne sais pas, mais on va dire que le besoin ne sera pas vraiment identifié et clair. Ça commence à un âge très jeune, comme on l'a dit. Si déjà, tout en étant très jeune, on accompagne l'enfant à identifier ça. Est-ce que tu as vraiment faim? Tu as une petite faim ou tu as une grosse faim? Tu aimerais manger ou tu aimerais prendre quelque chose de bien précis? S'il va dire oui, oui, j'ai faim, je veux un bonbon. Donc c'est pas une faim, c'est clair. la réponse est déjà, Oui, est déjà claire. très faim, on va acheter un paquet de chips. Donc tout ça, ce va sont accompagner des un peu. aliments à pratiquement bannir. C'est l'éducation C'est alimentaire. l'éducation. Donc on va accompagner un peu l'enfant. Il faut être aussi très vigilant, nous adultes, parce que parfois on crée nous-mêmes une relation et un conditionnement entre émotion et alimentation. Qu'est-ce qu'une alimentation émotionnelle? Par exemple, je vous donne un simple exemple, que c'est une erreur que peut-être on a tous fait comme maman et nos mamans aussi. Ah tiens, ça s'est très bien passé, allez, on passe acheter un gâteau. Donc on relie systématiquement récompense, alimentation. Tu as bien fait, donc tu mérites de manger quelque chose de... Même si c'est très sucré, même si c'est très gras, surtout. Et en sachant très bien que le cerveau aime ce genre de récompense. Alors là, lui, Voilà. il va être C'est un plaisir. C'est au top. au top. Donc, quelle est l'importance on va dire, de s'alimenter à des heures bien précises, respecter les repas? Respecter les repas, principalement, c'est par rapport à notre fonctionnement du métabolisme, principalement, parce que le métabolisme, on a un métabolisme de base qu'on doit respecter, d'accord? Et aussi la fonction du microbiote. Justement, en parlant du microbiote, on dit que c'est un deuxième cerveau. Exactement. Alors Voilà. le microbiote, il est systématiquement, on va dire, actif 30 minutes avant un repas. D'accord. Donc, il se met en place 30 minutes avant le 30 repas. minutes avant le repas. C'est pour ça qu'on doit avoir des repas à des heures précises. Donc c'est comme une horloge biologique, Très d'accord? bien. C'est pour ça Créer qu'on un rituel et des Exactement, habitudes créer un alimentaires rituel. bien définies, Bien bien définies. cadrées. Eh ben, nous avons Yasmine Chouir, donc Chouir, voilà, Yasmine Chouir, qui a fait un reportage pour nous sur le microbiote. Elle va nous en dire un peu plus. Ces dernières années, la science a révélé un lien fascinant entre nos intestins et notre cerveau, un lien appelé l'axe intestin-cerveau. Ce système complexe de communication entre ces deux organes influence directement notre humeur, notre gestion du stress et même notre risque de développer des troubles mentaux comme la dépression et l'anxiété. L'intestin contient plus de 100 millions de neurones, formant un véritable deuxième cerveau. Mais ce n'est pas tout. Notre intestin est peuplé par des milliards de bactéries qui forment ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Ces bactéries jouent un rôle essentiel dans la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, deux molécules clés pour la régulation de l'humeur et des émotions. Des études scientifiques récentes publiées dans le Nature Review Neuroscience et menées par l'Université de Californie ont montré que la santé du microbiote peut influencer directement notre bien-être mental. Les personnes ayant un déséquilibre de leurs bactéries intestinales, appelées dysbioses, sont plus susceptibles de souffrir de dépression et d'anxiété. À l'inverse, un microbiote équilibré aide à réduire les symptômes de stress et à améliorer l'humeur. Mais comment pouvons-nous préserver cet équilibre ? La réponse se trouve dans notre alimentation. Les probiotiques présents dans des aliments fermentés comme le yaourt ou les légumes fermentés sont essentiels pour nourrir et diversifier ces bonnes bactéries.
Une étude de l'université de Cork en Irlande a même démontré que la consommation régulière de probiotiques peut réduire les symptômes de dépression légère à modérée. De plus, les fibres prébiotiques contenues dans les fruits, les légumes et céréales complètes favorisent également la croissance des bactéries bénéfiques. Un régime riche en fibres aide à renforcer la barrière intestinale, limitant ainsi l'inflammation systémique, un autre facteur souvent associé aux troubles mentaux. Le lien entre intestin et cerveau va encore plus loin. Des chercheurs ont découvert que les bactéries intestinales produisent des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui ont des effets anti-inflammatoires sur le cerveau. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi un microbiote sain aide à réduire les symptômes des maladies mentales telles que la schizophrénie ou les troubles bipolaires. En conclusion, prendre soin de notre microbiote est une stratégie de plus en plus reconnue pour améliorer notre santé mentale. En adoptant une alimentation riche en probiotiques et en fibres, nous pouvons non seulement nourrir notre corps, mais aussi renforcer notre résilience face au stress et aux troubles de l'humeur. La santé mentale commence donc peut-être dans nos assiettes, là où des milliards de micro-organismes veillent silencieusement sur notre bien-être. Voilà, c'était un reportage signé Yasmine Chouir, donc un deuxième cerveau. Ce sont des découvertes récentes qui ont fait que le microbiote, ont découvert ce lien entre le cerveau et le microbiote. Pour le microbiote intestinal, il y a toujours des études qui sont en cours. Encore en cours. Avec, on va dire, avec une vingtaine, une centaine de personnes. Ce n'est pas des études qui ont été prouvées à 100%. D'accord, c'est pour ça qu'on privilégie dans nos études, pour l'instant, de faire des études sur le microbiote. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries, d'accord, oui, saines, qui ont un rôle très important dans la dégradation de l'alimentation et l'absorption des vitamines. Très bien. Donc, aussi important pour l'enfant que pour l'adulte, parce qu'on se dit quand ils sont jeunes, tout on va dire, tout est encore jeune, le métabolisme et tout est en croissance et en pleine santé. Donc, même pour l'enfant, garder un microbiote sain et... Exactement. C'est ça, c'est le fait de développer les choses. Alors, le microbiote intestinal s'adapte par rapport au milieu. D'accord. On devrait développer le microbiote intestinal d'un enfant dès le jeune âge pour avoir une bonne, on va dire, absorption des vitamines et des minéraux, des acides aminés. D'accord. Pour un adulte, d'une manière ou d'une autre, on peut gérer les choses, même avec le stress, et on peut faire ça, même si on a des ballonnements, on peut savoir pourquoi. Mais pour un enfant, peut-être. Pour un enfant, c'est difficile. De voir les choses. Difficile à trouver. Donc, quels sont les aliments qui pourraient améliorer notre humeur ? Alors ça, peut-être je déléguerai à ma collègue pour les aliments. Par contre, moi je parlerai de quelles conditions de s'alimenter qui pourraient améliorer. On avait parlé des enfants qui vont être un peu sous la courbe et qu'on va même dire dans l'entourage de la famille qui sont mal alimentés. Et parfois, Dieu sait qu'ils sont bien alimentés, mais que les choses... pour des raisons d'éducation, encore une fois, alimentaire, ne se passe pas bien. Et là, on retrouve toute la culpabilité autour chez les parents. Dire, on va retrouver les réunions de grandes familles où on va souvent parler de cet enfant qui est maigrichon, pourquoi il ne se porte pas bien. On va revenir un peu à la maman, lui donner des petites astuces, il faut le nourrir comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça peut encore une fois altérer la façon de faire nourrir cet enfant. Donc on va créer, suite un peu à cette culpabilité, des moments de repas pas très sympas. On va un peu essayer de bourrer l'enfant. Et là aussi on crée une relation émotionnelle à l'alimentation. Il va y avoir soit carrément dégoût, rejet, ou bien on va être un peu on va perdre encore une fois la sensation entre la relation faim et satiété, entre j'ai faim et c'est bon, je n'ai plus faim. La maman va nourrir un peu dans la quantité pour avoir ce poids un peu idéal recherché par la grande famille, ou plutôt privé pour avoir aussi, parce que parfois on reproche aussi aux parents de mal nourrir cet enfant où il est en surpoids aussi. Donc, nous, de notre côté, on va s'intéresser un peu de la façon dont le repas se passe. Comment on nourrit cet enfant? Comment on lui propose de la nourriture? Il y a beaucoup la notion de la culpabilité. Si tu ne termines pas ton assiette, tu vas aller en enfer. Il y a des enfants qui sont en guerre, qui ne trouvent pas. Donc là aussi, l'enfant va perdre cette sensibilité d'être rassasié. Je n'ai plus faim.
Donc, En fait, toi, la petite astuce. c'est aussi valable donc, pour les régimes, pour les adultes. Quel est l'impact de régimes restrictifs sur le mental, en parlant surtout des adultes, parce qu'on a tendance toujours à essayer, par exemple, de faire des petits régimes ou, on va dire, d'alléger notre alimentation, mais en fait, en n'ayant pas vraiment conscience que ça peut, on va dire, jouer sur le Ça mental. peut jouer sur l'humeur de la personne, Ou ça même- peut jouer sur la régulation émotionnelle, ça peut jouer aussi sur son quotidien en général et sur ses performances professionnelles. Donc on aura de la difficulté à se concentrer, ça génère aussi un mauvais sommeil. Et la relation entre sommeil et alimentation aussi, elle est très très liée, chose qu'on ignore. Parfois, on ignore que juste parce qu'on fait un sommeil de mauvaise qualité ou des insomnies, qu'on va consommer plus durant notre journée. Que pour régler notre alimentation, il faut aussi régler notre sommeil. Il y a un lien très étroit entre alimentation, sommeil, hygiène de vie, habitudes alimentaires. Et tout ça, peut-être, c'est aussi un petit peu dû au poids, on va dire, de la société. On sait très bien que maintenant, les canons de beauté sont affichés partout. On doit faire tel poids, avoir telle silhouette. Maintenant, c'est un petit peu difficile, hein, qu'on le veuille ou non, même si on ne tombe pas dedans. Mais en fait, inconsciemment, on est impacté par ces images-là. Et en fait, ça se répercute sur, par exemple, des régimes draconiens, ou alors carrément ça peut se transformer en boulimie, voilà, donc anorexie. Donc cette espèce d'effet, des fois ça peut faire l'effet yo-yo, beaucoup de personnes tombent dans cet effet-là. On doit être très vigilant, et la personne et l'entourage de la famille. J'insiste toujours sur le soutien de la famille. Parfois la personne, quand elle est en difficulté, n'arrive pas à détecter ça, qu'elle est dans l'excès ou qu'elle est dans la difficulté. Donc c'est un peu le rôle de la famille de tirer un peu la sonnette d'alarme en se disant mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu manges comme ça, d'essayer d'aller vers des professionnels. Maintenant, les nutritionnistes de plus en plus sont un peu présents dans notre quotidien. Auparavant, ça fait quelques années, moi personnellement, c'est rare où je trouvais quelqu'un qui me dit voilà, j'ai pris l'avis d'un nutritionniste, je suis sur un régime avec des poids bien déterminés, des aliments, des heures d'alimentation. Et il faut être aussi vigilant autour de la fragilité mentale. Donc si on est dans de la boulimie ou de l'anorexie, des personnes qui sont vraiment en un poids inférieur par rapport à leur âge, par rapport à leur corpulence, où ils se disent non, j'ai beaucoup de poids, il faut perdre encore. Là, vraiment, faut s'adresser à un professionnel de santé mentale. Justement. Donc, en parlant donc, du poids de la société, hein, que nous avons, j'imagine que, comme vous l'avez poids dit, idéal. voilà, C'est quoi le poids c'est idéal? quoi le poids idéal? Et surtout, j'imagine qu'il y a maintenant des personnes qui viennent pour un rééquilibrage alimentaire. C'est quoi exactement un rééquilibrage alimentaire? Le rééquilibrage alimentaire, c'est principalement, on va dire, c'est comme redresser la personne pour faire les choses correctement. Oui, on consomme les bonnes choses à la maison, mais c'est les quantités qui jouent un très grand rôle. D'accord, il ne faut pas tomber sur, on va dire, soit pour l'excès calorique. L'excès calorique principalement, on parle d'aliments vides nutritionnellement. D'accord, on consomme des calories énormes, on privilégie les choses en alimentation qui ont des calories excessives alors qu'ils sont vitamines, on va dire, c'est des vitamines zéro pour nous. D'accord, aussi pour côté alimentation, pour la synthèse d'hormones aussi. D'accord, il y a des aliments qu'on devrait privilégier, surtout chez la femme. Comme par exemple? Chez la femme, il faudrait tout ce qui est aussi fermenté, choses fermentées à base de gras. L'hormone de la femme. Du bon gras. En fait, c'est du bon gras. gras. Du bon gras, donc aller vers l'huile d'olive, Exactement, on appelle ça consommer des noix. Des gras monoinsaturés principalement avec l'oméga 3. Même prendre des supplémentations, on n'a aucun problème de prendre des supplémentations en oméga 3 chez la femme pour se sentir en bonne humeur et en bonne santé. Et le petit déjeuner, il y a toujours, on va dire qu'il y a un grand débat à l'échelle mondiale du petit déjeuner. Alors certains disent qu'il faut absolument prendre un petit déjeuner, on va dire pas copieux, mais on va dire bon, voilà, sain. Et d'autres disent non, on peut aller vers le régime intermittent, de sauter le petit déjeuner.
Quelle est votre réponse, on va dire, en tant que Par rapport nutritionniste? en tant Oui. que nutritionniste, en fait, il y a plusieurs avis sur ça. Mhm. D'accord, principalement, il faudrait éviter les céréales pour les enfants le matin. Non, c'est clair. En fait, j'avais entendu une dame donc, qui critiquait toutes ces céréales et qui disait que c'était des croquettes, ça ressemblait. Mais c'est vrai, quand on regarde, ça ressemble énormément, trop sucré voilà, aussi. très sucré, très calorique et surtout vite. C'est surtout vite, exactement. Pauvres. Alors, Pauvres, Je les appelle pauvres. Ouais. pauvre, exactement. On privilégie principalement, là, je dirais pas que on devrait prendre un petit déjeuner obligatoire pour un enfant. S'il ne veut pas prendre un petit déjeuner, Que ça soit un enfant ou Ou un même, adulte. même un adulte. Exactement. Comme moi, personnellement, je suis quelqu'un qui ne mange pas le matin. voilà, Voilà. exactement. Et tout le monde me dit c'est pas bon, c'est pas C'est bon, il faut bon, manger. mais on pourrait prendre un fruit vers 10h, 10h30, c'est super, d'accord. Pour avoir une certaine, on va dire, satiété, pour arriver au midi, au déjeuner. Avoir donc de l'énergie de pour pouvoir l'énergie. continuer la journée de Exactement, travail. mais principalement avoir un repas salé. Le premier repas devrait être salé, d'accord. Principalement à base de protéines pour avoir une satiété durable, d'accord. En ayant un plat salé, on a tout ce qui est en macronutriments, glucides, protéines et des bons lipides. Donc on va dire notre corps est bien servi. Qu'on pourra se sentir en bonne humeur et finir la journée correctement. Comment les aliments, quels sont les aliments qui pourraient contribuer pour éviter les maladies chroniques? Les maladies chroniques, principalement, c'est pas des aliments précis, on va dire. C'est une façon de s'alimenter. C'est une Comme façon. vous avez parlé, comment je vais ordonner mon plat, Exactement. par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais proposer en premier. Donc c'est ça, on insiste encore une fois sur l'éducation alimentaire. Qu'est-ce que je mange? C'est la question qu'on se pose. Souvent, dans des petites astuces aux enfants, on dit, est-ce qu'il y a cette couleur dans ton assiette où tout se ressemble? La couleur peut être un truc qui va beaucoup aider les enfants. Ah tiens, oui, j'ai que du blanc. Et c'est quoi les blancs? Pour parler un peu des féculents, pour parler de son besoin. C'est pareil, je pense, c'est Oui, c'est la même chose pour l'adulte. Mais en donnant des exemples principalement en tant que diététicien nutritionniste, c'est de prendre 50% de l'assiette en tant que végétaux. Très bien. En construction d'assiette, c'est 50% de l'assiette en tant que végétaux. Les 50% qui restent, c'est 25% source de glucides. Principalement, c'est des glucides complexes. Et le 25%, c'est des protéines végétales ou animales. C'est pour ça que c'est ça qui rend une assiette, on va dire, Déjà colorée, déjà rien que si diversifiée, on colorée. Et je dirais souvent aux parents, vous n'êtes pas responsable de la quantité que votre enfant ingère. D'accord, vous êtes responsable de la qualité de l'assiette. Voilà. C'est important. En fait, c'est le plus important. Exactement. À nous de faire, on va dire, voilà, une assiette équilibrée et ensuite, après, laisser l'enfant manger ce qu'il a envie parce qu'on sait très bien que... comment manger aussi. Très important. On voit beaucoup maintenant d'enfants qui mangent face aux écrans. Exactement. Donc ça ne devient pas manger, mais ça devient avaler, excusez-moi pour le terme. Mais en fait, c'est pas rien que les enfants, même les adultes. On a un petit peu peut-être tendance à se... C'est plus dangereux chez l'enfant. Donc l'adulte, déjà, il a certaines normes dans sa tête. Donc il peut peut-être détecter à quel moment il a envie de s'arrêter. Mais chez l'enfant, parfois les parents l'utilisent même comme astuce. Donc ils mettent un écran en face de l'enfant et ils disent c'est plus facile, il va terminer son assiette en face de l'écran. Mais là on dit est-ce qu'il a mangé madame? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a eu du plaisir à vraiment déguster, découvrir chaque aliment, le goût de chaque aliment, de se poser la question j'ai envie de manger encore ou je n'ai plus faim, je suis rassasiée? C'est pas le cas. S'il est en face de la télé, son attention est complètement détourné du repas. Donc il n'y a pas eu conscience de l'alimentation, de la nutrition. Et là, on tombe dans des boulimies, on tombe dans du surpoids, on tombe dans plein de... Est-ce qu'une alimentation déséquilibrée mènerait vers, on va dire, vers du stress ou de l'anxiété? Systématiquement, oui. Si on sature notre corps par certains aliments, on n'aura pas la concentration nécessaire, on n'aura pas la possibilité de la régulation émotionnelle nécessaire, on sera dans l'excès, dans l'excitation, dans la frustration, dans le stress. Alors là, avec ce qu'on voit ce qu'on nous propose dans l'agroalimentaire, avec les aliments qui sont très transformés, génétiquement modifiés, on sait très bien que maintenant toute
l'industrie de l'alimentaire est présente, et en même temps, étant donné que nous, adultes, on a quand même des vies qui sont très stressantes, avec, on va dire, des emplois du temps un petit peu, on va dire, qui bousculent donc notre alimentation, surtout ce qui bouscule les repas. Donc, il faut en fait allier les deux. Il faut réellement trouver, que la personne trouve ce moment et trouve surtout une alimentation où on ne va pas aller vers la solution de facilité, c'est-à-dire acheter des plats préparés. C'est la prise de conscience de qu'est-ce que je fais en achetant un plat comme ça, qu'est-ce que je donne à mon corps et quels seront les résultats. Maintenant, il y a beaucoup d'études qui parlent de maladies, de démence, de perte de certaines fonctions cognitives ou de la qualité de ces fonctions cognitives dues à notre alimentation, dues au diabète, dues aux aliments qui sont beaucoup transformés. Donc notre repas systématiquement va refléter notre santé et notre qualité de vie par la suite. Alors c'est très bien que maintenant c'est on va dire quelque chose qu'on garde vraiment en vue, hein. C'est-à-dire que on sait très, comme on en a parlé hier, il y a de grandes entreprises donc qui quand ils font les menus pour on va dire pour leurs travailleurs, pour leurs employés, soignent le menu en fonction de ce qu'ils ont envie, on va dire, d'avoir, donc plus d'attention, plus de concentration. Pour ça, je pense qu'il n'y aura pas d'eux qui vont pas reconnaître ça, le coup de barre qu'on a après le midi. Après le midi. Surtout si on est invité chez quelqu'un où on a présenté un truc. Notre culture algérienne, nous, on a une culture assez forte en alimentation. Quand on invite, c'est assez fort en tout ce qui est... voilà, on est généreux de gras. nature. On est généreux et en même temps on aime se réunir autour de bonnes choses. C'est plus quantitatif que qualitatif, Plus on va dire. quantitatif, oui, plus quantitatif, que beaucoup de féculents. Exactement, aussi, on retrouve beaucoup de pâtes, beaucoup de plaisir. On relie beaucoup plaisir émotionnel et alimentation. Donc je disais, pour certaines sociétés, c'est des menus qui vont être très étudiés. Très bien. Donc, comme on l'a dit, ce sont très souvent on a des réunions de famille. C'est vraiment, c'est très important pour nous, pour nous Algériens, donc de recevoir. Mais on peut quand même, on va dire, de faire ça, donc en restant raisonnable. En restant raisonnable, bien sûr. On n'élimine jamais les repas, on va dire familiales de nos, on va dire, source de plaisir. Exactement. De nos menus, même en tant que professionnel de la santé, on laisse toujours 1 à 2 repas, on va dire des plats traditionnels algériens, on les laisse dans les menus, même de perte. Pour les personnes qui sont en train de faire le processus de perte de poids, on laisse 2 repas traditionnels. D'accord. C'est pour le plaisir, pour ne pas se sentir en restriction. D'accord. Le plaisir d'être à table va faire bien les choses, va laisser, on va dire, la personne va se relaxer, va pas se sentir gênée avec sa famille. D'accord. Revenons sur, je voudrais donner par rapport au stress et la préparation des plats. Excusez-moi, on revient juste après la transition dans un moment. Il est 10h15 et vous êtes toujours dans votre émission Ma famille, ma vie. Donc nous parlons de nutrition et en parlant de nutrition, on reste toujours dans le batch cooking. Donc c'est une nouvelle manière on va dire, de planifier les repas.
C'est la manière de planifier le repas de la semaine. On va dire, tout dépend de la personne. Il y a des personnes qui préparent pour les 7 jours, il y a des personnes qui préparent pour les 15 jours. Et c'est la seule et l'unique manière de diminuer le stress, d'accord? En ayant en conscience qu'on a notre repas prêt, même en ayant du travail, être... Enfin, même des préparations et des mi-cuissons, des préparations qui ne sont pas à terme. À terme, exactement. Par la suite, les personnes peuvent à la dernière minute les finir pour ne pas tomber, comme vous avez dit, comme ça, dans le piège des repas à la dernière minute, acheter tout préparé, industriel, ou bourré de plein de conservateurs. Solution de facilité, il faut le dire, mais pas très bonne pour la santé, hélas. Donc, batch cooking, donc prévoir comme ça, faire un menu, et en même temps, on peut, on va dire, équilibrer nos repas quand on fait ça. En préparant des repas équilibrés à la maison, dans des boîtes propres, on pourrait les conserver et privilégier principalement tout ce qui est, on va dire, aliments frais et peu transformés. C'est le plus essentiel pour avoir un très bon équilibre alimentaire. Très bien. Quel est, on va dire, l'impact des carences sur la santé mentale? Certaines carences peuvent être... Certaines carences peuvent être très dévastatrices chez l'enfant ou chez l'adulte. Donc ça dépend aussi de l'intensité, ça dépend de la forme, comment elle est cette carence. Est-ce que c'est la personne qui ne va pas se nourrir, ou est-ce que c'est la personne qui va se bourrer de mauvaise alimentation, ou est-ce que c'est la personne qui va quand même essayer d'équilibrer, mais c'est pas dans le bon sens, donc il n'y a pas bonne absorption. Donc là on invite toujours, c'est au cas par cas. On ne peut pas généraliser parce que les gens vont un peu s'identifier à ça et se dire que peut-être je suis dans ça. On invite toujours les personnes comme la pratique que vous venez de proposer. Ça permet à la personne de voir un peu son planning de la semaine. C'est varié. Est-ce qu'il y a de la répétition? Est-ce qu'elle est dans le même aliment? Est-ce qu'elle propose à sa famille toujours les mêmes aliments? Ou plutôt non, il y a plusieurs... Mais jusqu'où ça peut arriver, cette carence? Est-ce que ça peut mener vers une dépression? S'il y a une prédisposition, donc l'alimentation peut aggraver ça. L'alimentation va encore accélérer, on va dire... Donc ça veut dire si par exemple déjà on subit par exemple un stress ou un problème ou un choc émotionnel, et donc qui s'accompagnerait de carence, ça, on va dire, ça aggraverait ça pourrait aggraver les choses. Ça peut aggraver les symptômes d'une dépression ou d'un stress aigu ou de l'anxiété. Très bien. Et donc pour rester toujours dans une alimentation saine, faire de notre mieux, par exemple comme le batch cooking, mais on va dire qu'il y a certains aliments qui sont quand même relativement chers, qui restent, on va dire, pas à la portée de toutes les bourses, mais étant donné que quand même on a un pays qui est vaste et nous avons des aliments, des fruits et légumes, on va essayer de favoriser des produits locaux surtout. Oui, principalement, de préférence des produits locaux, parce que heureusement l'Algérie n'est pas encore dans, on va dire, pas dans le chemin. On a commencé à industriel, à grande échelle, les transformations. Il n'y a pas de culture. Exactement, génétiquement modifiés, les aliments génétiquement modifiés. Donc principalement privilégier tout ce qui est naturel algérien. On appelle toujours le produit local. Le produit local. Est-ce qu'on va favoriser les fruits de saison, fruits et légumes de saison, ou non, on peut y aller donc Pour les enfants, on peut y aller. D'accord. On peut y aller parce que même nos études qui ont été faites ces dernières années, on a fait des études à court terme, pas à long terme. D'accord, donc à court terme, il n'y a eu aucun résultat négatif par rapport à l'alimentation, par rapport à la santé de l'enfant, mais à long terme, on ne sait pas. Pour tout ce qui est génétiquement modifié, on va dire faire une bonne diversification, rajouter 2 légumes saisonniers, un seul légume qui n'est pas saisonnier, qui est, on va dire, génétiquement modifié. On va privilégier les choses saisonnières qu'autre chose. Et faire une bonne diversification de fruits et légumes pour les enfants. Donc, vous, en tant que psychologue, qu'est-ce que, quand, on va dire, vos patients, les personnes qui viennent s'adresser à vous, quels sont généralement, surtout en ce qui concerne l'alimentation, les problèmes les plus récurrents? Quels sont les conseils que vous leur donnez? Alors, on peut conseiller à la personne de tenir un petit journal alimentaire où c'est très simple de noter un peu ses habitudes alimentaires, de noter en parallèle ses ressentis. Donc on va un peu chercher quelle émotion derrière ce repas-là et de noter le repas, comment s'est déroulé, comment s'est passé. Ça permet déjà de faire une prise de conscience en notant, de s'observer, parce que parfois avec les aléas de la vie, avec
tout ce qu'on fait rapidement. On prend même pas le temps de s'auto un peu, on va dire, écouter ses propres besoins. Donc de tenir un petit journal, de bien connaître ses habitudes alimentaires, d'avoir beaucoup de volonté à mettre en place un rituel. C'est très important d'avoir des habitudes important alimentaires. d'installer le rituel. Et ça dépend vraiment d'une volonté. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter en pharmacie, parce que souvent on cherche quelque chose qui va nous faciliter, mais c'est vraiment une volonté de trouver des petits mécanismes d'adaptation par rapport à son programme, par rapport à ses besoins professionnels. Si on travaille toute la journée, par exemple, de planifier le week-end, de préparer des repas, de s'organiser entre familles pour se déléguer des charges. En parlant de famille, alors Emel Haribi, elle nous a préparé quelques petits conseils, comment garnir l'assiette et inciter nos enfants, petites astuces pour faire manger les tout petits, et c'est dans le conseil pratique. Emel Haribi, dis-nous comment faire manger les tout petits. C'est pas une mince affaire, on le sait. Exactement. Donc la petite astuce pour faire manger les légumes aux enfants. Non, moi j'ai pris par exemple la courgette. Les enfants la détestent. Oui. Donc la meilleure façon de dissimuler ce légume, c'est de le faire râper par exemple et de le mettre dans le plat. Pourquoi pas dans une quiche ou un pancake, un cake aussi. Ça a commencé la courgette à un goût très léger et très dissimulable dans les plats. Donc il est aussi très riche en vitamines et en fibres. On a aussi, pourquoi pas, dans des briques. On va râper toutes sortes de légumes. On va faire la carotte, la courgette, le navet, pourquoi pas. On va le mélanger peut-être avec de la viande hachée. On va le farcir dans une brique. Pourquoi pas même les poireaux. Comme ça, l'enfant ne verra que du feu. Bien sûr, avec la cuisson, bien sûr, le goût va être plus bon. Donc, l'enfant... Parce que déjà, visuellement, ils n'aiment pas. Donc, exactement. Que... Donc, si on le camoufle dans une brique, donc ça va, ça passe. Très bien. Il y a aussi les veloutés, pardon. Tous les légumes, bien sûr, en velouté, avec de la crème fraîche, du fromage. Les enfants en raffolent, bien sûr, avec toutes sortes d'ingrédients. C'est pas souvent bon pour la santé. Je sais, mais à petite dose, hein. À petite dose. À petite bien dose. sûr, à petite dose. Exactement. On a aussi, pourquoi pas, des tartes avec des formes rigolotes, des tartes en forme de spirale avec des légumes. En faisant participer les enfants. Exactement, c'est ce que j'allais dire, où le légume se transforme en pétale et l'enfant, à la fin de la cuisson, on aura un effet waouh pour voir l'effet tourbillonnant comme ça des légumes en forme de spirale, et aussi faire participer les enfants à la préparation des plats. Par exemple, pourquoi pas éplucher les légumes, les laver, touiller la sauce. Exactement. Une certaine fierté qui s'installe. Exactement. Ça, c'est l'effet psychologique, et l'enfant est très fier de ce qu'il a. Vous allez remarquer qu'il va consommer ce qu'il a préparé. Consommer ce qu'il a préparé, c'est vrai. Oui, Il même va s'il manger. n'aime pas les choses, il va le consommer. Il va le consommer tout de suite. Oui, Voilà, c'est tout. ça résume un peu comment faire aimer les enfants les légumes. Donc il faut être rusé. Exactement. Voilà. Les faire participer, c'est très important de les faire Il y participer. a des tendances de nos jours aujourd'hui, ce qu'on appelle les summer kids. Les écoles et les crèches préparent d'ateliers cuisine, d'ateliers chef. Exactement, Oui. même des sorties pédagogiques. Il y a même des sociétés qui organisent des journées comme ça, d'ateliers de cuisine. Oui, Oui. ouais. Pour les papas enfants ou maman enfants principalement, ils peuvent accompagner leurs enfants pour préparer la découverte d'autres cultures, on va dire, la découverte d'autres plats, principalement asiatiques. Et la force de l'imitation aussi. Exactement. L'imitation entre adultes et enfants, déjà, voir leurs parents consommer, déguster avec du plaisir des légumes, pas faire semblant, parce que l'enfant détecte rapidement, détecte rapidement. Donc quand il voit l'adulte et d'autres enfants, partager aussi avec d'autres enfants de son âge qui aiment bien l'aliment, il va dire ah tiens, peut-être moi aussi je vais. Ça un peu suscite sa curiosité naturelle à découvrir, à faire l'expérience aussi avec quelque chose de nouveau. Donc faire participer les petits donc, dans la cuisine. Pendant toutes les étapes, on peut leur donner par exemple des petites carottes, ou bien entendu toujours faire attention, ne pas donner des couteaux ou des choses comme ça, ou sinon carrément leur petite, gérer la sécurité. Et en même temps, il y a après ça, une fois qu'on fait participer l'enfant, on le fait goûter au fur et à mesure et tout jusqu'à la fin, la préparation. C'est un cheminement. Il y a aussi, il y a le moment crucial qui est
le rituel d'être à table en famille. C'est très important et ce sont des souvenirs qui se gravent dans l'esprit et en même temps que ça soit toujours un moment de bonheur. Donc manger sans stress, sans rapidement terminer. On doit faire les exercices, on doit faire ceci, vite. Oui. Parfois, on ne prend pas conscience que c'est très néfaste pour l'enfant. Parce qu'on ne lui laisse pas le temps de se poser, de connaître, d'avoir les... Parce que parfois, l'enfant a peur d'une nouvelle expérience, un nouveau goût, surtout s'il a eu une mauvaise expérience, où il a vomi un aliment, où il y a eu un rejet. Donc, il y a cette peur qui reste. Et si on le met dans « allez rapidement, termine, j'ai pas le temps pour ça », c'est des chichis, parfois c'est pas des chichis de la part d'un enfant, mais réellement il y a une peur de franchir le pas, d'expérimenter quelque chose de nouveau, donc il faut l'accompagner. Donc de nos jours, on sait très bien qu'on est stressé, qu'il y a énormément, on va dire, de difficultés. Comment, on va dire, doit-on, nous, en tant qu'adultes, pour garder une relation saine donc, avec nos assiettes et avec aussi le temps de cuisiner, prendre le temps de cuisiner? Alors, surtout notre mode de vie, on sait très bien que... Entouré par des gens qui partagent un peu ces idées-là, c'est très important. Si on est dans un milieu de travail où on est 5 à manger des sandwichs, il n'y aura pas un qui va tout le temps avoir le courage de proposer quelque chose de sain, de ramener quelque chose de la maison, ou bien de choisir un endroit où on propose quelque chose de sain. Déjà d'essayer de communiquer ça autour de lui. La force du groupe aide beaucoup, de prendre conscience quand notre alimentation commence à changer. Parce que parfois on est sur de très bons rythmes pendant, mais on arrive à une période où il y a des changements de la vie, donc on bascule rapidement vers une alimentation qui peut être dangereuse pour nous. Donc de prendre conscience, de se poser, comme je vous ai dit, de prendre le temps, de noter. En fait, de faire les choses en conscience, que ce soit cuisiner en conscience. De temps en temps et de faire une introspection. Qu'est-ce que je ressens? Quels sont mes besoins? Est-ce que vraiment j'ai besoin de consulter un professionnel? Ou bien ça peut se régler par 1, 2, 3, de faire un petit planning. Très bien. Et principalement dans notre cas, c'est ça le but de nutritionniste et diététicienne, c'est de rendre les gens plus conscients. Et après 2, 3, on va dire 4 consultations, on leur dit allez-y, faites votre propre programme alimentaire. Voilà, d'analyser un peu ce qu'ils font. C'est d'avoir une petite loupe. Exactement. Avec laquelle ils vont voir un peu leur quotidien. Et pas que l'alimentation, il ne faut pas oublier le lien entre habitudes quotidiennes, sommeil et alimentation. On leur demande de noter principalement. Faites votre programme alimentaire et notez tout. Après, en revenant vers la consultation, on va corriger. Il reste quelques petits détails. Voilà, en parlant de petits détails, les compléments alimentaires ou les suppléments alimentaires sont-ils nécessaires de nos jours dans notre alimentation? Ils sont très bien notés autant que compléments alimentaires, d'accord. On doit subvenir à nos besoins naturellement, d'accord. Rajouter des compléments alimentaires, c'est pour aussi les mamans enceintes aussi, les femmes enceintes principalement. Il y a des enfants qu'on pourrait leur donner des compléments alimentaires, mais ça reste des recommandations qu'on donne aux patients après, on va dire, quelques consultations. Oui, après quelques consultations. Notre singularité. Exactement. On a tendance maintenant à vivre dans un univers où comme si que tout le monde se ressemble. C'est vraiment au cas par cas, notre singularité. Peut-être certains ont besoin d'être toujours complémentés, toujours à prendre des compléments que d'autres n'auront pas à recourir aux compléments alimentaires toute leur vie. C'est pour ça qu'on fait une certaine étude. On leur donne la possibilité de faire des menus. Si on c'est bien pas au besoin, on leur ajoute des compléments alimentaires juste après. Si nécessaire. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Madame Nefnef, d'être venue ce matin, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup, Madame Khalifi, donc d'avoir été avec nous. Amel Haribi, merci beaucoup pour les conseils. Merci. Donc on se retrouvera mercredi, Inch'Allah. Voilà, donc notre émission est terminée, on arrive à la fin. J'ai été ravie de vous accompagner. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. On se retrouve mercredi, Inch'Allah, à 10h30. Au revoir.